Avant la pause, William Tay, des questions sur notre République après ces obsèques de Dominique Bernard aujourd'hui, bien sûr. Oui, les hommages étaient à la hauteur de la carrière de Dominique Bernard, c'est-à-dire grand, avec cette hauteur d'esprit qui est à l'image de la carrière qu'il a dévolue au bien commun. C'est-à-dire que c'est normal que beaucoup de gens se retrouvent en lui, parce que c'est quelqu'un qui a dédié sa vie aux autres en étant professeur, en étant dans la transmission, du savoir pour élever des personnes, des enfants de la République en citoyens éclairés. Et c'est normal que beaucoup de personnes se touchent et se reconnaissent en lui, parce que beaucoup de personnes sont à son image dans la transmission du savoir, dans la transmission de certaines valeurs. À quelque sorte, Dominique Bernard, c'est un peu la France ce soir. Et en quelque sorte, toute la France pleure avec lui. Et malheureusement, un de trop. Et j'espère qu'on aura un sursaut pour se dire qu'il n'y aura plus d'après. Et on essaiera de tirer les conséquences de ce qui se passe régulièrement depuis 2012. Kevin Bossuet. S'il vous plaît, chers amis, parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. L'objectif, c'est pas de faire un constat catastrophique. L'objectif, c'est de décrire le réel pour pouvoir y répondre avec des solutions qui sont concrètes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez 67 millions de personnes qui veulent vivre ensemble? Est-ce que c'est pas le cas? Vous avez des personnes qui veulent faire sécession avec la République. On parle de territoire perdu de la République. Vous avez des endroits, vous avez des quartiers où c'est pas la loi de la République qui s'applique, mais des quartiers de la loi des gangs, etc. On peut pas dire que ces gens-là veulent vivre côte à côte avec l'ensemble des Français. Où il y a la loi des gangs, est-ce que les habitants sont pris en otage ou est-ce qu'ils suivent les gangs? Les habitants sont pris en otage par une partie, donc ils sont plutôt côté de la République. Il y a une partie des gens qui veulent faire sécession contre nous. Vous avez d'autres personnes, notamment dans certaines communautés religieuses, qui pensent que la loi de la charia est supérieure à la loi de la République. Donc est-ce qu'on peut mettre côte à côte sur les 6 millions de musulmans, est-ce qu'ils sont majoritaires? Non, mais auprès des moins de 35 ans, ils sont majoritaires. À l'heure actuelle, selon l'IFOP, il y a 76% des jeunes de moins de 35 ans de confession musulmane qui pensent que la loi de la charia est au-dessus de la loi de la République. Non, mais vous avez donc du coup un ensemble d'éléments qui disent que vous avez des personnes qui préfèrent vivre face à face, qui veulent vivre contre le modèle français, contre le modèle républicain, parce qu'ils haïssent le modèle occidental, ils haïssent le modèle français et ils veulent le détruire. Et malheureusement, auprès de certaines personnes qui restent minoritaires, on ne peut pas vivre côte à côte, mais on doit combattre face à face malheureusement. Kevin, une angoisse généralisée et un climat qui est insupportable ces derniers temps. Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette étude. On assiste à ce qu'appelle Gilles Kepel à un djihadisme d'atmosphère. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un ensemble d'éléments qui est propice à ce qu'une personne passe malheureusement à l'action. Vous avez le conflit que vous avez cité entre Israël et Palestine, qui alimente des tensions et qui font dire à des gens on va commettre un attentat en France parce que la France soutient Israël et donc comme c'est un pays allié d'Israël, on va faire porter la menace, comme ce qui s'est passé dans les années 2015, notamment parce que la France avait un rôle majeur dans la destruction de Daesh. Vous avez un autre élément aussi qu'on assiste avant le conflit, c'est la question du port de la baya. Comme la France est un des seuls à porter un modèle laïque, vous avez beaucoup de personnes de confession musulmane qui sont plus proches de l'islam politique que de la confession musulmane classique et donc du coup qui se sentent outrés par la décision de la France, notamment, de porter un certain type de valeurs, un certain type de modèle de société, et qui peuvent agir contre la France. La France également agit contre le terrorisme islamique au Sahel, et également surtout au Sahel, évidemment, et donc contre les groupes islamiques. Donc vous avez un certain nombre de groupes qui peuvent demander de passer à l'action. Et donc c'est un ensemble de terreaux, plus les JO 2024 et actuellement la Coupe du Monde de rugby, qui fait que vous avez beaucoup de personnes qui peuvent passer à l'action. Et je comprends que beaucoup de nos compatriotes soient inquiets dans la mesure où aucune action n'a été prise depuis 2018 et depuis la mort de Samuel Paty, parce que dans la mesure où on n'a pas pris de mesures en faveur de l'état d'urgence, on n'a pas pris de mesures pour lutter contre le totalitarisme islamique, on n'a pas pris de mesures pour fermer les associations, notamment qui forment un islam politique et qui prônent un certain nombre de valeurs. Ça revient à la question de tout à l'heure, est-ce que les islamistes ne sont pas en train de gagner cette guerre? On a plutôt, Emmanuel Macron disait qu'on était debout, on est plutôt à genoux sur cette question malheureusement. Et dans ce qu'on fait, et qu'on risque... Il y a deux questions que vous posez. La première, c'est que des personnes agissent sans avoir peur des conséquences, c'est ce qu'on appelle la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que vous faites un acte et vous dites c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, je réagis par émotion, de toute façon il n'y aura pas de conséquences à ce que je fais. Donc ce qui compte c'est ce que je pense sur le moment, mon émotion personnelle, et qu'importe les actes, qu'importe les violences, qu'importe les dégâts que je causerai, qu'importe les peurs que je causerai, c'est pas grave, ce qui compte c'est mon intention personnelle à moi et ma volonté de me faire plaisir. Et ça je pense qu'il faut y répondre très clairement, c'est-à-dire que les personnes qui sont mineures et qui ont causé des alertes à la bombe de manière frauduleuse et de manière mal intentionnée, c'est très simple, on fout des contraventions et si par cas eux ne peuvent pas payer, évidemment ce seront les parents qui vont payer et on saisit un gamin de 11 ans qui va payer et on saisit les aides sociales en cas de besoin. Parce que les peines c'est des dizaines de milliers d'euros d'amende. Il faut le faire. Très clairement, il faut le faire et comme ça, je pense que vous verrez, vous allez voir beaucoup de moins d'enfants qui seront tentés. Moi, je trouve qu'il y a un élément qui est beaucoup plus grave. Par contre, c'est ce que dit Kevin. Moi, je partage son avis. C'est que vous avez beaucoup de jeunes, je pense, qui de manière implicite participent de manière complice au terrorisme pour vouloir instaurer une terreur en France et pour vouloir instaurer une psychose. Je pense que ça fait plaisir à certains jeunes, des ennemis de l'intérieur qui se disent c'est bien que certains entre guillemets Baptou flippent à l'idée d'aller au château de Versailles. C'est bien, c'est les blancs pour exactement pour ceux qui combattent. D'ailleurs, regardez Julien, c'est le château de Versailles qui est visé, c'est le Louvre, des symboles importants de notre histoire. Ce sont les aéroports français. Le terroriste d'Arras visait un professeur d'histoire, donc il y a un reniement véritablement de notre histoire, de
notre culture, de notre civilisation derrière ça. Et il faut se rendre compte, par exemple, j'ai noté qu'hier, le commissariat du 20e arrondissement de Paris a reçu un appel pour une attaque à la machette. Et qui était totalement fausse. Donc vous imaginez la panique. On appelle le commissariat en disant qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans un établissement avec une machette qui veut détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Vous imaginez la panique dans le commissariat, les effectifs de police, le branle-bas de combat. Enfin, c'est fou. Si on est franc, on a l'impression de revivre ce qu'on vivait en 2015 malheureusement, avec une psycho généralisée, où vous avez quand même certaines personnes, comme le dit Kevin, moi j'ai eu le même partage de sentiments, qui ont peur de prendre le métro, qui ont peur d'aller dans certains endroits malheureusement, et on peut se dire que malgré tout, 8 ans plus tard, c'est quand même triste d'en arriver là, alors que la France a payé le prix du sang, a détruit une organisation terroriste, a envoyé des troupes à aller démolir Daesh, à apporter la paix en Afrique, et malheureusement on peut se dire qu'on a peut-être fait tout ça malheureusement pour rien. Et à sortir malgré le bon sens qui nous frappe tous aux yeux. Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon applique la même tactique que Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80, en train de devenir infréquentable, et on est en train d'avoir un cordon sanitaire autour de lui parce que ses prises de position font que de plus en plus il apparaît comme un ennemi de la France, dans la mesure où il attise la haine de la France à l'étranger. Quand il prend des prises de position contre la France, il alimente la haine de la France de la part de certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Et ensuite, après, il alimente une haine. Ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est la séquence de trop. C'est la séquence de trop, dans la mesure où en fait, il alimente une haine supplémentaire en France contre les institutions françaises, contre la République française. Et Jean-Luc Mélenchon est implicitement en fait en train de devenir ce qu'il est critiqué il y a 20 ans, lorsqu'il disait bouchez-vous le nez, mais votez Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est lui, le Jean-Marie Le Pen du XXIe siècle, c'est lui qui est infréquentable, et c'est aujourd'hui qui se met en dehors de l'arc républicain. Mais malgré tout, seulement, moi je dois apporter un minimum de nuance à ce que je viens de dire, c'est que malheureusement, stratégiquement et politiquement, je pense que sa stratégie va marcher, dans la mesure où il est vraisemblable, selon les calculs qu'on mène, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour de la prochaine élection présidentielle. Et je vais expliquer pourquoi, parce que ça paraît comme pas forcément évident pour une grande partie des personnes qui nous écoutent. En fait, la gauche, aujourd'hui, pèse 35% des électeurs, 30 à 35% des électeurs. Ce qu'on voit en 2017 et 2022, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un vote utile en faveur de la gauche. Et moi, je pense que la tactique de Mélenchon est très simple, c'est qu'il se dit, mon but, c'est d'avoir le bloc le plus haut au premier tour, pour à la fin attirer un vote utile du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, pour accéder au second tour et pour affronter Marine Le Pen, et afin d'espérer gagner l'élection présidentielle. Et malheureusement, c'est en train de marcher, parce que dans la mesure où c'est ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle, il est passé de 13 à 22% dans les dernières semaines. Et en plus, il n'y a personne capable de le contester à gauche, c'est-à-dire que ni Ruffin, ni Corbière, ni Olivier Faure, ni Sandrine Rousseau ne sont en mesure de contester le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que beaucoup de personnes de gauche le pensent, parce que dans la mesure où c'est le plus talentueux, c'est le plus charismatique, malheureusement, même si c'est au service d'une idéologie qui est néfaste. J'ai vu la plaque Mélenchon. William. La défense de Jean-Luc Mélenchon a des fins électoralistes. Ça veut dire qu'il s'est dit depuis la dernière élection présidentielle, de toute façon, on va prendre toutes les causes préférées de tous les quartiers, et Karim Benzema est une immense star dans certains quartiers. C'est l'idole numéro 1 devant Kylian Mbappé. Très clairement, lorsque vous demandez à certains jeunes, leur modèle, c'est Karim Benzema, parce qu'il incarne une certaine vision. J'ai regardé tous réseaux sociaux confondus, c'est plus de 100 millions de suiveurs sur la planète. C'est une star. C'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial, et il y a beaucoup de gens qui ont défendu Benzema, notamment dans les polémiques face à Didier Deschamps, etc. Donc, beaucoup de gens trouvent que Benzema est persécuté, et qui trouvent que le traitement infligé par Gérald Darmanin en le mêlant aux frères musulmans est injustifié. Donc, Jean-Luc Mélenchon le suit à des fins électoralistes. La question qu'on peut se poser maintenant sur Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce que c'est honnête, c'est sincère par rapport à l'ensemble des prises de position qu'il a tenues, ou est-ce que ça a des fins uniquement électoralistes? Parce que s'il y croyait depuis le début, on aurait pu se dire, tiens, il défend Jean-Luc Mélenchon, ça peut être une idéologie. Mais on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il avait une certaine vision de la laïcité. Est-ce que cette vision de la laïcité est compatible avec ce que défend Karim Benzema aujourd'hui? Est-ce que ce que défend Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire une certaine gauche républicaine, gauche laïcarte, est compatible avec la vision de Karim Benzema sur l'islam, sur le sort des femmes et sur le port du voile? Donc c'est toutes les questions qui se posent, et on voit que Jean-Luc Mélenchon est plutôt hypocrite. Dernier mot avant de marquer. Vous avez raison de poser la question. Il y a plusieurs organisations qui sont considérées comme terroristes en France, et je pense que les frères musulmans en font partie pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que des différents pays arabes, pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, ça a été rappelé par Karima, et certains pays du Golfe, considèrent que c'est une organisation terroriste, dans la mesure où ils provoquent une action, ils veulent convertir certains pays à un islam politique en utilisant tous les moyens, dont les moyens terroristes. Ensuite, après en France et en Europe, ils ont quand même des moyens d'action qui sont illicites et qui sont contraires aux valeurs de la République française. Ils font de l'entrisme pour faire en sorte que la loi de la charia s'applique plutôt que la loi de la République. Ils provoquent notamment des bousculades sur le fait d'encourager certaines personnes à porter le burkini et à défier nos valeurs de la laïcité. Donc tout un ensemble d'éléments montre que les frères musulmans sont l'ennemi de la France, sont l'ennemi des valeurs de la République française, et sont l'ennemi d'un certain art de vie qu'on défend en France et en Europe. Et je pense que pour toutes ces raisons... Et vous y voyez un lien avec Karim Benzema ?
Et moi, je pense que justement, c'est très grave ce qu'a dit Gérald Darmanin, parce que si c'est le cas, Karim Benzema, s'il a des liens avec les frères musulmans, pour moi, devrait être considéré comme un terroriste si on considère que les frères musulmans sont des terroristes. Et moi, je pense que c'est pour ça que c'est très grave. Et il n'a aucun élément qui montre que Karim Benzema le serait, parce que je pense que l'Arabie Saoudite, vu qu'il c'est là-bas qu'il joue, aurait des éléments contre lui et montrerait qu'il l'a. On verra donc dans les... Ils sont insupportables à entendre. C'est difficile d'entendre ce type de témoignage après les événements qu'on a vécus tous en direct, avec les événements qu'on a vus petit à petit, des bébés égorgés, un ensemble de drames civils, qui est le plus grand drame contre les Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement pour cette dame, j'ai l'impression que les événements ne sont pas en sa faveur. On aimerait bien lui apporter de bons éléments, mais malheureusement, j'ai l'impression que la stratégie du Hamas est de causer la terreur. C'est un groupe terroriste et ils s'en foutent du nombre de morts qu'il peut y avoir à Gaza et du nombre d'otages. C'est pas leur souci. Leur seul souci, c'est leurs propres intérêts financiers notamment. Et au moment, c'est les valeurs de la France ne sont pas celles de Karim Benzema. En gros, c'est ce que nous dit Gérald Darmanin. Non, mais qu'on peut être en désaccord avec ce qu'incarne Karim Benzema et ce qu'il promeut comme société, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous. Par contre, de là à dire que Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans sans preuve et sans éléments, moi je trouve ça très grave. Moi je partage l'avis de Karim Zerebi dessus. Moi, je trouve ça très grave. Il a dit entre les lignes lors de son interview, s'il faut le prouver devant la justice. Non mais il n'a pas d'éléments, très simplement. Parce qu'en fait, les frères musulmans, c'est une organisation terroriste qui est considérée même en Arabie Saoudite comme qui n'est pas interdite en France. Qui n'est pas interdite en France. Mais ça veut dire que si Karim Benzema est vraiment en lien avec les frères musulmans, l'Arabie Saoudite, ce serait les premiers à le choper et à l'attraper et le traduire devant la justice, parce qu'ils ont clairement un problème entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite, sont clairement concurrents. Donc c'est quand même le premier élément, et je pense que l'Arabie Saoudite est quand même meilleure en termes de renseignements que ce qu'a pu donner Gérald Darmanin, qui a quand même multiplié les bourdes sur l'imam Hussein et sur un ensemble d'éléments comme sur le Stade de France, etc. Pourtant, moi je trouve que Gérald Darmanin se sort beaucoup. Il est peut-être allé un peu vite en besogne, Gérald Darmanin, il ne sait pas comment sortir du pétrin sur cette question des frères musulmans. Pourtant, Gérald Darmanin se sort beaucoup mieux depuis la gestion des émeutes, auquel il a montré qu'il était capable de gérer les émeutes, et je pense que les Français sont beaucoup plus rassurés en vue des Jeux Olympiques après sa gestion des émeutes qu'après ce qui s'est passé sur l'imam Hussein, sur le Stade de France, etc. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'on peut être en désaccord avec ce que dit Karim Benzema sur un ensemble d'éléments, sur ce qu'il a dit sur Didier Deschamps, sur le fait que Didier Deschamps céderait à une partie de la France raciste, etc., sur sa non-sélection. Est-ce qu'il a pu attiser la haine entre les Français en clivant la France entre deux camps? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut être contre sur ce qu'il promeut comme société, comme application de l'islam, et sur sa vision de la société, sur le fait qu'il ait l'indignation sélective, pas de mots en faveur d'Israël, mais uniquement pour la population civile de Gaza? Et beaucoup de personnes peuvent être contre. De là à le mettre comme un allié des frères musulmans, moi je trouve que Gérald Darmanin est parti beaucoup trop loin et qu'en fait il stigmatise Karim Benzema, et je pense que beaucoup de personnes se disent, parce que quand même ce que fait Gérald Darmanin, c'est qu'il crée un délit d'opinion. Dans l'intervention qu'il donne auprès de vos confrères, c'est qu'il dit vous n'avez pas le droit de soutenir Palestine, vous n'avez pas le droit d'avoir de la pensée pour la population civile de Gaza, vous n'avez pas le droit d'avoir certains mots. Parce qu'il y a le temps de la décence, et je reprends les mots du chef de l'État. Oui, bien sûr. Non mais qu'on peut préférer que Karim Benzema soutienne et dénonce les actes du Hamas et considère que le Hamas est une organisation terroriste, on aurait tous préféré le faire. Mais Karim Benzema n'est pas un homme politique. Karim Benzema n'est pas payé pour faire la politique. C'est une personnalité privée. C'est peut-être un modèle, et moi je pense que c'est pas un bon modèle pour les jeunes, mais de là à le mettre comme un terroriste, de là à le dire qu'il est en lien avec les frères musulmans, de là à dire qu'il a provoqué la mort d'un professeur, je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Est-ce qu'on peut être contre Karim Benzema? Est-ce qu'on peut être déçu de son implication en équipe de France? Est-ce qu'on peut être déçu qu'il n'a jamais gagné de trophée national avec nous, alors qu'il aurait dû être le meilleur jeu de Zinedine Zidane? Oui. De là à le mettre comme l'ennemi public numéro 1, je trouve qu'on part beaucoup trop loin. Est-ce qu'on diabolise